1er octobre 2018, le nouveau mois qui démarre en son sein avec beaucoup de journées et d'événements à célébrer et presque aucun ne sera oublié sur le grand rendez-vous. Merci à vous donc de vous embarquer dans l'aventure avec nous. Nous espérons que vous allez du moins y prendre plaisir. Tout de suite, le nouveau numéro du grand rendez-vous s'installe avec la météo. Grand Popo et ses belles plages, on ne s'en lasse pas. On vous invite d'ailleurs à y faire un tour si vous ne connaissez pas. Le grand rendez-vous, quant à lui, se poursuit. 3 rubriques au menu de ce numéro. Nature et bien-être vous offrent les clés pour réussir l'entrepreneuriat vert. Autant savoir s'intéresse aux ETT. De quoi s'agit-il et quel est son impact sur le numérique au Bénin? Restez avec nous pour le découvrir. L'expert du jour viendra célébrer avec nous les personnes âgées. Les vieux défenseurs des droits de l'homme sont à l'honneur. Le grand rendez-vous sera aussi à l'honneur, c'est sûr, avec Amandine Anyambossou. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Aniat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Alors, qu'avons-nous au menu de ce soir? Au menu du journal ce soir, la célébration ce 1er octobre de la Journée mondiale de l'habitat. La politique de l'habitat au Bénin est encore timide malgré les efforts dans le domaine. Démarrage de la 2e session ordinaire du CES pour le compte de l'année 2018. Au nombre des dossiers, à l'ordre du jour, l'examen du budget général de l'État, gestion 2019. Et puis, l'artisanat au Bénin est confronté au défi de la modernisation et du financement. Comment y faire face? Les acteurs se sont retrouvés pour en discuter. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Un menu alléchant donc à Amandine Anyambossou que nous allons retrouver ici, mesdames et messieurs, tout à l'heure même pour Nature et Bien-être. Alors, comment réussir l'entrepreneuriat vert? Quelles sont les clés de réussite? On le découvre avec Amandine et son invité, mais ce sera après ce reportage. Elle est la première source de richesse du Bénin et constitue le secteur le plus important de l'économie béninoise. L'agriculture contribue pour 32,7% en moyenne au PIB, soit 15% aux recettes d'exportation et 15% aux recettes de l'État. S'il est vrai qu'elle fournit environ 70% des emplois, entreprendre dans cette filière requiert tout de même un certain nombre de conditions. Pour se lancer dedans, il faut forcément se découvrir une passion pour le domaine. Ça veut dire quoi? Il faut l'aimer. Il
faut aimer son travail de producteur, son travail de transformateur et son travail de vendeur. Alors, comment ça se passe? Pour le faire, vous pouvez faire d'abord un tour dans une ferme pour voir les réalités d'une ferme. Est-ce qu'elles vous conviennent? Si à l'issue du temps que vous avez passé dans la ferme, vous trouvez que bon, vous pouvez tenir, c'est toujours important ou du moins indispensable de se faire former. Aller former sa tête, aller former ses mains, aller former son cœur. La tête, c'est quoi? C'est le savoir. Les mains, l'habileté, le savoir-faire. Le cœur, le savoir-être. Savoir, savoir-faire et savoir-être. À cela s'ajoutent des valeurs intrinsèques telles le courage, la persévérance, l'amour du travail. Tout cela réuni, un obstacle primordial reste encore à surmonter. L'autre obstacle qui va se présenter tout de suite, c'est le financement. Et du coup, on se laisse bloquer. Toi-même, qu'est-ce que tu peux pour toi-même? D'abord, tes parents immédiats, qu'est-ce qu'ils peuvent pour toi avant d'aller vers la banque? On pense souvent que c'est le financement qui crée le projet. C'est vrai, l'agriculture a besoin de beaucoup de moyens. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est le projet démarré qui draine vers lui les capitaux. Parce que ça convainc mieux. La nature n'est pas là pour faire des cadeaux, non. Et donc, il faut tenir debout si vous voulez réussir. L'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui s'acquièrent, peu importe le milieu dans lequel on évolue. La créativité, le réseautage et la solidarité sont des clés pour faire face aux différents risques qui n'ont cessé de pointer à l'horizon. Merci à Rodrigue Babagüetor pour ce reportage. Et nous sommes déjà ici en plateau. Amandine et son invitée bien installée. Madame Islamiat Salifou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jeune entrepreneur vert, je suppose. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Amandine Agnambosso. C'est rare d'avoir des femmes avec vous, hein, mais c'est toujours un plaisir. On a un plateau typiquement féminin. Et c'est ça qui est souhaité. Souhaitable. Je vous laisse avec votre invité. Oui, Islamiat Salifou, bienvenue à vous. Et dites, nous sommes ici pour parler de l'entrepreneuriat vert. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat vert? L'entrepreneuriat vert, c'est des activités des entreprises qui participent directement ou indirectement à la production de l'environnement, à la protection de l'environnement, des entreprises vertes qui intègrent les préoccupations environnementales et le développement durable, sans nuire aux bénéfices de cet environnement. Et quelques exemples? Nous avons l'agriculture écologique, nous avons la pisciculture, nous avons l'apiculture. Tout ça, c'est dans l'entrepreneuriat vert aussi. Et quel est le lien alors entre entrepreneuriat vert et création d'emplois? L'entrepreneuriat vert, selon moi, avec la création d'emplois. Allez-y. Si vous voulez, on va y aller étape par étape. Qu'est-ce qui peut intéresser dans l'entrepreneuriat vert? Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à l'entrepreneuriat vert? Moi, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat vert parce que ça protège l'environnement. Entreprendre dans le vert, c'est protéger son environnement. En faisant l'agriculture écologique, en retournant dans l'agriculture de nos aïeux, de nos grands-parents, pas avec ces pesticides qui nuisent à l'environnement, à l'écosystème et tout cela. Donc, voilà un peu. Comme ça, vous avez choisi l'entrepreneuriat vert. Justement, hein, qu'est-ce qui peut motiver d'autres à y aller? Parce que tous les jeunes ne sont pas dans... Il faut que la nature soit belle, il faut qu'on protège la nature. Est-ce que c'est rentable pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre dans le vert? C'est un métier très rentable. Pour ceux qui ne connaissent pas pour le moment, mais parlez-nous-en un peu plus amplement, justement. Oui, quand on est dans la transformation, par exemple, quand vous avez votre ferme, vous faites des carottes et tout ça, et que vous savez que vous faites du bio, c'est très rentable. Les gens viennent vers vous, ils achètent, ils évitent beaucoup plus. Maintenant, tout le monde est dans le bio. Les gens évitent beaucoup plus les productions faites avec les pesticides et tout ça. Donc voilà un peu, si vous faites votre truc bio, tout le monde vient vers vous, c'est très rentable. Et comment il faut s'y prendre pour entreprendre dans le domaine du verre? Quand vous avez décidé de vous engager dans ce genre d'activité, comment vous vous y êtes pris? Au démarrage? Au démarrage, j'étais avec des amis. J'ai participé à un camp
en mars dernier, j'étais avec des amis qui sont dans l'environnement, dans la protection de l'environnement. J'ai fait un voyage dans Kandi en fait. Et arrivé là-bas, j'ai vu un peu ce que les pesticides causent à la population, aux animaux. Donc, j'ai décidé de laisser tomber tout ce phénomène-là et d'aller vers le bio, le vert. Oui, mais il faut des financements, il faut un coaching et tout. Est-ce que vous vous êtes levé un jour, vous avez dit, bon, j'entreprends et ça a pris. Comment il faut faire pour réussir? Justement, quelles sont les différentes étapes que vous avez dû franchir pour aujourd'hui dire que vous êtes entrepreneur dans le vert? Déjà s'entourer de plusieurs environnementalistes, des formateurs qui sont là, spécialisés dans ce domaine-là. Vous vous rapprochez d'eux. Vous allez les voir. Moi, je suis avec eux tous les jours. Oui. Donc, j'ai eu ma formation et voilà, je me suis lancée. Pour le côté financement, c'est vrai, c'est un peu difficile pour les débuts. Il faut vraiment avoir du courage, avoir la force et se lancer. Et aussi aller se faire former pour le marketing aussi. D'accord, mais est-ce qu'il y a des financements qui existent déjà pour cette filière? Parce qu'il y a d'autres filières qui sont encouragées, promues par l'État béninois. Est-ce que ça fait partie de ces filières-là? Oui, ça fait partie de ces filières-là. D'ailleurs, les gens sont beaucoup plus entrepreneuriat vert maintenant. Si vous apportez un projet et que vous êtes dans l'entrepreneuriat du vert, vous avez plus facilement le financement. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez participé à un camp et c'est ça qui vous a décidé. Et parlant de camp, il y a justement un camp qui va démarrer cette semaine. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Ce camp, c'est Agro Bootcamp pour le développement. C'est un camp qu'on fait chaque année et qui regroupe 50 participants. Et nous sommes là, nous faisons de la production agricole. On leur montre comment on fait la production agricole, la distribution, les énergies renouvelables et tout ça. Donc, voilà un peu ce camp-là. Et ce camp se tiendra le jeudi prochain, le 4 octobre, du 4 au 10 octobre. C'est une semaine. Et vous pouvez faire un tour sur la ferme de Toribosito pour voir un peu comment ça se passe. Et les participants auront droit à quoi? Oui, voilà, c'est ce que je disais. Nous sommes dans la production, on leur fait une formation sur la production agricole, sur la transformation, la distribution, les énergies renouvelables. Oui. Voilà, et le marketing aussi, une formation sur le marketing. Et le leadership. Et c'est quoi l'objectif final? L'objectif final, c'est d'emmener le maximum de jeunes à intégrer l'entrepreneuriat vert pour la protection de notre environnement. Est-ce que vous pensez que l'organisation de ces camps et puis le fait de s'engager dans l'entrepreneuriat va être une solution au chômage des jeunes au Bénin? Oui. Parce que nos jeunes actuellement j'ai remarqué, selon nous, notre étude que nous avons fait avant de commencer le camp, on a remarqué que les jeunes, 60% des chômeurs sont des jeunes de 15 à 24% qui ne sont pas... De 15 à 24 ans? 15 à 24 oui. Qui ne sont pas vraiment ouverts aux opportunités que nous avons. Donc voilà un peu, c'est pour régler le problème de chômage que nous avons lancé ce camp. Que vous encouragez les gens à entreprendre dans le vert. Dans le vert, voilà. Pour ceux qui sont à la FSS par exemple, ils sont formés en agroécologie, en agronomie et tout ça, mais ils ne sont pas vraiment... Ou à la FSA? À la FSA, oui. Mais excuse. Ils ne sont pas vraiment terrain. C'est des gens qui sont formés en agronomie, mais pour rester dans des bureaux, des ingénieurs dans des bureaux. Non, on ne veut pas de ça. Est-ce qu'ils sont tous dans les bureaux? La majorité, oui. La majorité sont dans des bureaux. On en a rencontré plusieurs qui viennent sur le terrain, mais qui ne connaissent pas. Nous avons des universités thématiques maintenant en ce qui concerne l'agriculture, où les filières sont un peu plus précises, un peu plus concises. Déjà, moi, par rapport au camp, ce qui m'a un peu intriguée, c'est que vous-même, vous dites que le financement existe et pourtant beaucoup de jeunes l'ignorent. Vous parlez de les former et tout, mais vous n'avez pas parlé de comment leur montrer comment monter un dossier, par exemple. Parce qu'une idée d'entreprise doit être aussi accompagnée d'un projet, c'est-à-dire d'un dossier en bonne et due forme, et élaborer, pourquoi pas, un plan d'affaires. Ce serait bien s'il y a des artistes aussi. Il y a notre partenaire, le groupe Landais. On va éviter de citer les partenaires. Okay, donc voilà, il y a un de nos partenaires qui s'occupe de cette formation-là sur le camp. Il sera là le jeudi, dans l'après-midi, et pour donner cette formation-là. Comment monter un plan d'affaires, un business plan pour entreprendre dans le vert. Alors, si aujourd'hui on vous demande entrepreneuriat vert, quelles sont les clés pour réussir? Vous diriez quoi à ceux qui nous suivent? Quelles sont les clés pour réussir? Quelles sont les clés que vous avez utilisées? Puisque vous avez essayé et vous avez dit que ça marche,
Partagez votre expérience avec Voilà. nous. Moi, mon expérience personnelle, bon, c'est comme je l'ai dit, j'ai participé au camp. J'ai eu la chance d'avoir des formateurs de haut niveau qui m'ont formé dans comment faire un business plan. On va y aller petit à petit. Donc, pour vous, première étape, se faire former. Super formidable. Première clé, Première clé, il faut se faire former. Oui. Et puis, nous avons le numérique aujourd'hui. Profiter des réseaux sociaux, faire sa promotion. Et voilà. Créer un réseau autour de son Voilà. idée. Autour de son idée, participer à plusieurs, pas seulement le camp, à plusieurs autres formations. D'accord. Avoir un réseau Si. d'amis. Échanger, discuter voilà, et tout. se faire plein d'amis qui sont dans le domaine aussi. Et ça, vous aide à Voilà. prospérer. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces jeunes qui veulent bien entreprendre dans le verre? Oui, bon, ce que moi j'ai à dire, c'est qu'ils se lancent dedans, qu'ils viennent au camp, qu'ils participent massivement au camp et ils ne vont pas regretter. Merci beaucoup à vous, Madame Islamiat. Aniat Bello. Oui, Amandine Agnamba sur un plateau tout au féminin, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez aimé. Nous abandonnons justement l'entrepreneuriat vert, pas totalement. Je suis sûre qu'Amandine Agnambosso va certainement y revenir pour d'autres détails un peu plus croustillants. Et nous allons vers Autant Savoir. Alors, c'est quoi les OTT? Est-ce qu'on peut mesurer leur impact sur le numérique au Bénin? On en parle tout de suite avec notre invité, mais ce sera après ce reportage. Un service par contournement ou offre hors du fournisseur d'accès à Internet, les OTT services en anglais sont devenus incontournables dans le secteur des télécoms. Et pourtant, ils ne sont pas bien compris des internautes béninois. Les OTT, c'est des services de contournement. Les services de contournement, en fait, qui utilisent l'infrastructure de l'opérateur, peut-être du GSM ou du fournisseur d'accès Internet, pour faire véhiculer l'information. L'information, ça peut être de type image, audio, son ou vidéo. Donc, la téléphonie sur IP, par exemple, c'est des OTT. Les réseaux sociaux, c'est des OTT. Que ce soit les entreprises ou enfin les petites et moyennes entreprises ou les grandes entreprises, ils utilisent les OTT pour faire du chiffre, pour faire ce qu'on appelle du business. Alors, il ressort clairement que ces entreprises ont besoin de ces outils. C'est un outil incontournable aujourd'hui, puisque ça permet d'atteindre plus rapidement une plus grande masse de personnes sans pour autant se déplacer. Il est très aisé pour le consommateur d'avoir accès à un service par contournement à travers divers appareils connectés à Internet. Ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles de jeux, tout ou presque tout y passe pourvu qu'il y ait connexion. Ce qui n'est pas forcément du goût des réseaux télécoms. Non seulement l'opérateur ne peut pas contrôler ce qui se passe sur la bande passante qu'il offre, mais en plus de ça, l'utilisateur final, ce n'est que l'utilisateur final qui est garant, je veux dire, des données ou de tout ce qu'il fait sur la bande passante de l'opérateur. Ça pose un problème de législation parce que c'est chaque pays en fait qui définit cette législation par rapport à l'utilisation des OTT, des plateformes OTT ou des réseaux sociaux et tout. Donc, je donne un exemple. Ce qu'on va appeler comme délit au Bénin, ce n'est pas forcément la même chose aux États-Unis. Donc, les législations dépendent des pays. Or, voilà qu'on ne peut pas s'y construire une zone de réseaux sociaux, c'est carrément mondial. L'opérateur ne gagne pas sur l'information qui circule. Tout ce que l'opérateur fait, c'est de vendre en fait la bande passante, de vendre le forfait, ce qu'on peut appeler le data. Mais ce data est forcément moins facturé que si l'utilisateur final devait utiliser la voix ou le service de messagerie à travers l'infrastructure du réseau. Revoir leur modèle économique afin de pouvoir tirer véritablement profit des OTT sans trop en demander aux consommateurs finaux, un véritable casse-tête qui gagne à être résolu par les services télécoms. Alors, Adéfi Déon Agboaye est déjà sur le plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Agboaye, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va bien, merci. Alors, avec vous, aujourd'hui, on parle des OTT. Déjà, beaucoup m'ont demandé, c'est quoi les OTT? Merci. Les OTT ou over the top,
sont en fait un service par contournement de livraison de vidéos, audio ou d'autres médias de façon sans l'intervention, je dirais, des réseaux traditionnels comme les câbles, les réseaux de téléphonie traditionnels et autres. Voilà. D'accord. Quelques exemples d'OTT? On a Facebook, on a WhatsApp, on a Instagram. Oui, mais justement, quand on parle d'OTT, on cite souvent les réseaux sociaux. Est-ce que les OTT ne se résument qu'aux réseaux sociaux? Non, les OTT ne se résument pas qu'aux réseaux sociaux parce que les OTT sont apparus avec la découverte de la voix sur IP. Et la découverte de la voix sur IP, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont révolutionné. C'est la grande vedette des OTT. Voilà, donc c'est la grande vedette des OTT. D'accord. Maintenant, beaucoup se demandent, est-ce qu'avec les OTT, le secteur du numérique se porte mieux ou mal? Je pense que tout dépend de la position. Déjà, de par votre position, je rappelle que sur ce plateau, vous êtes entrepreneur dans le numérique. De votre position à vous, quelle est votre perception des OTT? Je dirais que c'est mitigé, en ce sens que les OTT ont révolutionné le secteur du numérique et de la communication en général, en ce sens que on arrive à communiquer plus facilement et à moindre coût. On arrive à être interconnecté, qu'importe la position géographique sur le globe. Donc, c'est vraiment une révolution. Et ça a aussi permis l'éclosion de l'écosystème des startups, notamment en Afrique, parce que la communication étant devenue moins onéreuse. Et plus accessible surtout. Et plus accessible surtout. Les jeunes qui ont des idées novatrices ont pu se révéler à travers les OTT. Donc je dirais que c'est l'aspect ou l'impact positif des OTT. Mais dans un autre sens, voilà, les OTT constituent aussi malheureusement un frein à l'innovation parce que c'est facile, on s'en contente. On se contente de ce qui est existant déjà. De ce qui est existant, on ne réfléchit pas à développer d'autres solutions. Il y a aussi, d'un autre côté, la concurrence déloyale que livrent les OTT aux solutions locales. Mais est-ce que les solutions locales aussi ne pourraient pas être s'avérer des OTT, puisqu'on peut aussi innover et avoir nos propres OTT? Oui, pourquoi pas. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé. Innover, avoir nos propres OTT, parce que derrière les OTT, il y a tout ce qui est données personnelles qui sont collectées et utilisées à d'autres fins, massivement, et utilisées à d'autres fins. Il y a eu beaucoup de scandales et il y en a même un de très récent sur Facebook. C'est ça, 50 millions de comptes qui ont été piratés. Je me demande s'il y a des vidéos, moi, on n'en fait pas partie de ces 50 millions d'abonnés. Tout est possible, tout est possible. Qui sait? Donc voilà, l'appréciation est vraiment mitigée, mais il faudrait qu'on puisse réfléchir à développer des OTT version locale. Il faut reconnaître aussi que l'État est en mal avec les OTT, en ce sens que les OTT sont un service par contournement. Donc, les OTT contournent l'opérateur historique qu'est l'État, les OTT ne paient pas d'impôts, voilà. À définition, sur cet aspect, je suis peut-être d'accord avec vous. Déjà que je vous annonce, mesdames et messieurs, que demain, nous allons parler un peu des perspectives pour les télécoms avec les OTT, mais ce n'est pas forcément gratuit. Hein. Même si on est sur les OTT, il nous faut de la connexion Internet, et la connexion Internet, pour l'avoir aujourd'hui, ça a un coût. Oui, ça a un coût, c'est pas gratuit, c'est pas donné. C'est vrai, ça a un coût, mais on ne peut pas se focaliser que sur ce coût. Vous ne le jugez pas suffisant, c'est ça, à la hauteur? C'est pas à la hauteur, parce que les OTT font carrément de la concurrence, excusez-moi, encore une fois, déloyale,
Mais on continue d'appeler par les autres moyens, on continue d'envoyer des textos. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Donc, le secteur de la téléphonie... Le téléphone filaire qui vous manque, hein? Non, pas le téléphone filaire, mais le secteur de la téléphonie mobile. Les opérateurs mobiles et tout ça, ben, ils ont les OTT aujourd'hui comme challenger direct, alors que les OTT ne paient pas d'impôts. Les OTT raflent une bonne partie de leur clientèle. Donc voilà, ça met vraiment en mal le secteur de la téléphonie mobile. Et en Europe, ils sont en train de réfléchir à donner carrément aux OTT un statut d'opérateur télécom afin qu'ils puissent payer des cautions et puissent suivre la réglementation normale oui, mais dans d'autres pays, c'est pas gratuit. Facebook paie. Quand on prend Facebook, quand on prend WhatsApp et tout, c'est vrai, mais dans d'autres pays, ils sont plantés. Mais ils arrivent quand même. Ils arrivent quand même à un peu contourner. Et voilà, aujourd'hui, l'Europe réfléchit à mettre sur pied ce qu'ils appellent MUN, marché unique numérique européen, où voilà, ils réfléchissent à faire du protectionnisme par rapport à Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux qu'on soit justement dans cette dynamique? Aujourd'hui, l'Afrique peut réfléchir un peu plus grand. Je pense que les OTT, c'est quand même un atout pour nous de nous en sortir. Nous sommes un continent, quoi qu'on dise, nous avons beaucoup de ressources, mais en termes de déploiement de ces ressources-là, nous avons un peu de mal. Or, avec les OTT, on pourrait un tout petit peu contourner. Et je me demande que quand la solution sera stable et beaucoup plus fonctionnelle, on pourra savoir comment est-ce qu'on peut imposer un taux, justement, pour le fisc. On ne peut pas imposer un taux pour un secteur qui est en train de faire des émules, n'est-ce pas, Défini? Mais en fait, on n'a pas vraiment idée des conséquences parce qu'on ne mesure pas encore... Il faudra peut-être des études un peu plus, voilà, un peu plus poussées sur le sujet. Parce que l'utilisation faite des données personnels qui sont collectés par les OTT sont flous et c'est là le plus grand danger des OTT. Ne vous inquiétez pas, ça aussi cet aspect, on va en parler, puisque quand on parle des OTT aussi, c'est aussi des problèmes de sécurité, des problèmes de législation qui varient d'un pays à un autre. Cet aspect aussi, on aura à l'aborder. Ne vous inquiétez pas, mais déjà, moi, j'aimerais comprendre, quand on parle des OTT ici au Bénin, il y a quand même beaucoup à faire. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'initiatives dans le secteur du numérique. Et même la plupart des initiatives qui sont dans le secteur du numérique ici au Bénin se greffent sur les OTT. Comment est-ce que cela s'explique, cet engouement qu'on a pour ces OTT? Je dirais que les OTT sont en vogue. Les OTT aujourd'hui sont quelque peu une panacée pour la communication à moindre coût. Donc, tout le monde s'y adonne. Les startups aujourd'hui, ou l'écosystème des startups en Afrique se greffe beaucoup aux avantages qu'offrent les OTT, ce qui est normal. Mais justement, les OTT aussi dans les autres pays sont apparus pour pouvoir combler un vide qui existait. On avait besoin de ces OTT pour pouvoir permettre à des personnes qui n'avaient pas autant de moyens au départ de pouvoir créer quelque chose, apporter de la plus-value. Il ne faudrait pas qu'on oublie aussi cet aspect. On ne saurait oublier cet aspect, mais je pense qu'à un moment donné, il faut peser les pour et les contre et puis prendre des décisions qui s'imposent. D'accord, je crois qu'il va falloir qu'on ait peut-être une émission un peu plus élargie. On aura des acteurs divers et différents pour pouvoir parler des OTT en fond de fond en comble. Mais déjà, moi, j'aimerais avoir votre conseil à tous ceux-là qui nous suivent, qui peuvent aujourd'hui utiliser les OTT pour mieux faire rayonner le numérique au Bénin. Quel serait votre conseil? Je leur conseillerais d'utiliser les OTT parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité de notre temps, mais de penser en fait à créer des solutions qui pourraient nous permettre de contourner ces OTT-là. Parce qu'il y va de la protection des données personnelles. C'est aussi une question de souveraineté nationale, parce que pour affirmer une identité numérique, on ne saurait se greffer sur des solutions venues d'ailleurs. Qui existent déjà. Donc, voilà. Donc, pour vous, le maître mot, c'est créons
créons avec les OTT pour davantage booster le secteur numérique. C'est ça. Mais déjà, est-ce que pour vous, l'impact, j'avais prévu qu'on en parlerait, est-ce que l'impact est vraiment mesurable ou est-ce qu'il nous faudrait aussi ça? On manque souvent d'études, on a besoin de ces choses-là pour pouvoir mieux comprendre, mieux analyser, n'est-ce pas, des vidéos? C'est vrai, absolument. Créer un lobbying, faites un lobbying autour, vous les entrepreneurs, pour qu'on ait des données sur lesquelles s'appuyer pour analyser. Absolument. Je coordonne un réseau d'entrepreneurs numériques dénommé le FENATIC, Fédération nationale des technologies de l'information et de la communication. On travaille à cela depuis un certain temps et je crois que d'ici là, voilà, on pourra avoir les résultats. Ouais, on les attend vivement. Ça nous permettra de davantage savoir comment opiner parce que le secteur des OTT est tellement complexe qu'on a tôt fait d'oublier des aspects à prendre en compte et qui sont pourtant importants pour le secteur du numérique. Mesdames et messieurs, j'espère que vous comprenez un peu plus ce que c'est que les OTT. Ne vous inquiétez pas, on en parle encore mardi et mercredi, donc je suppose que d'ici là, vous aurez tout compris sur les OTT. Nous allons laisser autant savoir pour passer à la rubrique expert. Mesdames et messieurs, on poursuit le grand rendez-vous. L'expert est déjà là et bien installé à nos côtés. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le 1er octobre 2018 et il faut dire que les personnes âgées sont à l'honneur. C'est leur journée, la journée internationale des personnes âgées. Et comme thématique à l'international aujourd'hui, on a retenu de faire la promotion des vieux défenseurs des droits de l'homme. Alors, dites-nous déjà, monsieur Ronsard Koro, vous êtes vice-président de l'ONG. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, une journée pour célébrer les personnes âgées, pour vous, est-ce que c'est utile? Une journée pour célébrer les personnes âgées, pour nous, responsables d'ONG, c'est très utile. Parce qu'aujourd'hui, c'est les personnes âgées qui ont joué le grand rôle dans nos nations. Et aujourd'hui, ils sont à la traîne. Nous, pour notre petite expérience, on voit que ces personnes sont victimes de l'agisme. L'agisme, c'est quand vous mettez les gens dans l'isolement. On constate que les personnes âgées sont des charges pour nous et on a envie de les laisser de côté. On ne les considère plus. Donc, le thème que l'ONU est en train d'utiliser aujourd'hui pour qu'on repense à ces gens, c'est un thème très important. Ça permet de ramener ces personnes âgées à la vie. Parce que selon des auteurs qu'on a lus tous quand on était sur les bancs, c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse la nouvelle. Et aujourd'hui, l'ancien code est en train d'être laissé et nous sommes en train de fonder le code. Voilà. Alors pour vous, c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse la nouvelle. C'est vrai qu'on connaît tous cette citation-là. Les personnes âgées au Bénin, est-ce qu'elles sont vraiment délaissées? Parce que ça dépend peut-être des contrées. Les personnes, selon notre diagnostic, nous avons fait un diagnostic et nous avons vu réellement que les personnes âgées sont délaissées. Aujourd'hui, les personnes âgées se sont constituées en plateforme, au moins pour se retrouver, pour se donner la joie. Et tout ce, nous, notre ONG est affiliée à la plateforme. Ça veut dire que les personnes âgées avec lesquelles on travaille, ces personnes âgées sont directement affiliées à la plateforme. Et au sein de la plateforme, vous voyez des personnes âgées qui font des réunions et c'est des personnes âgées qui disent en leur sein qu'ils ne sont pas des sages, mais qu'ils sont des personnes ressources. C'est leur slogan. Nous ne sommes pas des sages, nous sommes des personnes ressources. Parce que quand on dit sage, on vous laisse là. Et quand on a besoin de vous, qu'on va vous chercher. Voilà. Et quand on dit vous êtes une personne ressource, on vous ressort un peu plus souvent. Voilà. On a compris, mais il faut dire que pour cette édition, les Nations Unies ont décidé de porter leur choix sur les vieux défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que vous en connaissez ici au Bénin des personnes âgées qui soient vieux défenseurs des droits de l'homme? Bon, les Nations Unies considèrent que tous ceux qui étaient nés dans les années 1948 et qui ont exercé ou bien qui ont contribué aux droits de l'homme sont des personnes qu'il faut prendre en compte dans ce projet. Donc, ce ne sont pas des gens forcément qui ont travaillé pour les Nations Unies pour les droits des hommes, mais c'est
tous ceux qui ont contribué quand même. Les personnes de cette génération-là, Voilà, cette génération spontanée. Voilà, mais il faut dire que nous avons nos vieux défenseurs des droits de l'homme ici, au Bénin. Je crois qu'on doit en avoir un bon nombre. Il y a certains-uns, il y a certaines personnes qui ont réellement travaillé avec l'Organisation des Nations Unies pour défendre la cause des personnes âgées, et la cause humaine. La cause humaine. Voilà. Oui, la cause humaine, c'est vrai que beaucoup de personnes s'y sont intéressées. Mais déjà, dites-nous, hein, les personnes âgées ici au Bénin, véritablement, est-ce qu'elles ont un problème particulier? Et oui, les personnes âgées ont un problème de discrimination ici. C'est vrai, quand vous avez commencé par prendre l'âge, et vous savez, nous sommes dans une société africaine, notre société africaine commence par vous stigmatiser à un moment donné. Mais plutôt, on dit souvent en Afrique que nous respectons les personnes âgées. Nous avons du respect, de l'admiration pour leur parcours, pour les personnes qu'elles ont été. J'ai entendu une personne âgée dire la fois dernière qu'un Européen lui a dit pourquoi nous ne respectons pas les personnes âgées au Bénin. Aujourd'hui, vous allez à la banque, vous voyez que les jeunes ne laissent plus la place aux personnes âgées. Ils sont dans les rangs comme nous. Quand nous allons dans les manifestations, quand la place est remplie, la personne âgée reste debout. Même à l'église, quand on voyait la personne âgée, nous on cédait la place. Mais aujourd'hui, ça a changé. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, c'est l'évolution du monde. C'est l'évolution du monde. Aujourd'hui, le jeune, il se croit plus important. Parce qu'il a la force, il a la vigueur. Il oublie que lui-même, il va vieillir. Voilà. L'autre jour, j'étais chez une personne âgée, une vieille, qui était dans une belle maison. On lui a construit une belle maison. Les véhicules étaient garés au garage, mais elle voulait l'épanouissement. Vous mettez quoi dans l'épanouissement? Elle voulait être plus en joie. Et moi, nous, on était partis lui porter une nouvelle pour un festival que nous organisons cette année pour donner de la vigueur aux personnes âgées, pour donner de l'épanouissement aux personnes âgées. Et elle a automatiquement dit, vous êtes où? Je souscris. Je suis dans une maison ici, la maison est bien construite, les véhicules sont là, je ne sais pas celui qui va m'amener sortir. Elle était très contente. Nous, ça nous a fait plaisir. Nous, c'est notre rôle, c'est de sensibiliser pour que les jeunes ou bien les membres des familles des personnes âgées prennent soin de leurs personnes âgées, leur donnent vie. Justement, hein, dans d'autres pays, il y a des maisons de retraite qui s'occupent des personnes âgées. Oui. Ici aussi, il y a des personnes qui choisissent plutôt de vivre avec les personnes âgées, c'est-à-dire la grand-mère est toujours à côté de ses petits-enfants et de ses enfants. Pour vous, quel est le meilleur modèle? Est-ce qu'il faut qu'on puisse leur trouver des résidences où elles auront droit, où ces personnes âgées auront droit à un meilleur traitement, ou est-ce qu'il faut que ces personnes âgées continuent de vivre avec leurs proches et leurs parents? Notre civilisation n'admet pas que nous amenons nos personnes âgées dans les maisons de retraite. Tous ceux qui ont Vous voulez parler de notre culture? Notre culture, voilà. Parce que tous ceux qui ont fait l'Europe, les Européens, quand ils vous parlent de la maison de retraite, vous êtes découragés. Et ils ne veulent même pas aller. Donc, si nous arrivons à cet extrême, ce n'est pas du tout bon pour la culture béninoise. Au Bénin, il n'y a pas trop de maisons de retraite. Nous en avons une seule maison de retraite, qui est la maison des petites sœurs servantes des pauvres à Tokan. C'est là que nous voulons tenir notre festival. Voilà, parce qu'on n'a pas eu d'espace. Voilà. D'accord, on a compris. Déjà sur ce plateau, il y a 2 semaines, nous avons reçu un médecin avec qui nous avons parlé de la prise en charge sanitaire des personnes âgées, parce que plus on grandit, moins c'est facile de bien se porter. Est-ce que pour vous, ce n'est pas nécessaire qu'on puisse aussi prendre en compte cet aspect-là dans l'amélioration des conditions des personnes âgées? Ça, c'est très nécessaire. C'est les gouvernants qui vont prendre les dispositions pour nous. Il y a une charte il y a une politique de vieillissement qui est en train d'être élaborée au niveau du ministère. Je l'ai lu en temps dans les publications. Je crois que d'ici à là, si ça peut aboutir, ça va aider beaucoup les personnes âgées à durer longtemps. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre véritablement dans cette charge pour qu'elles puissent aider ces personnes âgées-là? D'abord, quand les personnes âgées
veulent aller aux soins, ça a un coût. Il faut qu'on mette à disposition, il faut que des équipements soient bien installés et qu'on concilie les soins avec les services sociaux, ce qui va permettre à la personne âgée de se sentir bien. Il faut que les médecins aussi soient formés à la cause de la défense des droits des personnes âgées. Parce qu'il y a des soignants qui négligent un peu les malades qui suivent des traitements de longue durée. Et là, ça embête un peu la personne âgée. Donc, les soignants doivent être formés sur comment il faut conduire les soins à une personne âgée. D'accord. Il y a aussi l'alimentation. Hein. Une personne âgée qui ne peut plus peut-être se lever pour faire la cuisine elle-même. Oui. Si c'est un mari, peut-être que sa femme est décédée en temps. Si c'est une femme, peut-être que son conjoint est décédé. Ses enfants ne vivent plus avec lui. Se nourrir au quotidien, parfois, c'est un véritable problème pour ces personnes-là. C'est la catastrophe. Il y a des maisons, nous avons vu des ménages où la dame vend au marché. Papa est déjà fatigué. La dame va au marché, elle revient, ne demande pas ce que le monsieur mange. Et le monsieur, excusez-moi, est sale, il est un peu malade, et quand vous passez, il commence par raconter sa vie. Et nous, quand on l'a vu, on a échangé un peu avec lui, on a échangé un peu avec son entourage pour voir comment se passait avec cette personne. Ce n'est pas la joie. Mais est-ce que de ce genre de scène, on n'en a pas beaucoup, hein? Il ne faudrait pas qu'on dépeille en noir tout ce qui se fait au Bénin en ce qui concerne le soin qu'on apporte aux personnes âgées. Il y en a. Mais les gens ont peur de dire les personnes âgées sont maltraitées aujourd'hui dans les maisons. Mais ils ne peuvent pas dire. Parce que si tu me dis que tu es maltraité, ton enfant peut te maltraiter encore à la maison. Parce que pourquoi tu es en train de dire ce qui se passe à la maison dehors? Donc les gens sont gênés de communiquer. On n'en parle pas. Il y a un silence autour des mauvais traitements. Il y a un silence autour des mauvais traitements. Il faudrait peut-être une loi qui punisse, comme nous avons une loi qui punit la stigmatisation, les problèmes des femmes et tout ça, et des enfants. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir qu'on en arrive à cette extrémité, une loi qui permet aux personnes âgées d'être un peu plus à l'aise, en phase dans la société? Absolument. Dans les pays développés, c'est en cours. Dans les pays développés, c'est en cours. Et les Nations Unies travaillent sur ça. Depuis 2010, ils travaillent sur des chartes pour les personnes âgées. Ils se sont penchés sur le problème en 2010. En 2013 aussi, ils se sont penchés sur le problème et ça continue. Alors pour vous, quelles sont vos observations personnelles? Puisque vous avez dit que vous travaillez avec une plateforme où il y a beaucoup de femmes, de personnes âgées, justement. D'accord. Quand on prend un pourcentage de 100 personnes âgées, il y a combien véritablement qui sont maltraitées? Parce que vous en parlez avec beaucoup de vigueur. On veut comprendre en termes de chiffres. Si on doit estimer, on est à combien de personnes âgées qui ne se portent pas bien au Bénin? Il n'y a pas une statistique scientifiquement établi. Oui, mais de votre avis... Aujourd'hui, avec ceux avec qui nous en travaillons, on peut compter 50%. 50%. On peut compter 50%. C'est quand même énorme. Hein? C'est énorme. C'est énorme. Et le mauvais traitement va de quoi à quoi? C'est une négligence des proches, mauvaise prise en charge sanitaire. De quoi il s'agit concrètement? Il y a la négligence et il y a des fois des enfants ou bien des membres des familles de ces personnes âgées qui tapent les personnes âgées. Qui les tapent? Qui les tapent. Exemple, la personne âgée n'arrive pas à prendre ses médicaments. Le jeune veut aller au boulot. Le jeune veut gagner de l'argent. Il est en train de filer. La personne âgée ne se décide pas pour prendre le médicament. Il est obligé de passer des fois au cou. Soit la personne âgée a un problème démentiel. Il est obligé de passer à ça. On a eu des cas où la personne âgée a été enfermée dans la chambre. Mais de vous à moi, est-ce à dire qu'à des moments donnés, ces personnes âgées ont besoin de soins particuliers, c'est-à-dire leurs personnes, c'est-à-dire proches, leur famille elle-même n'est plus à même. Quand vous parlez de personnes démentielles, est-ce que c'est forcément en ce moment-là sa famille qui doit prendre en charge, ou on devrait avoir des soins, des centres de soins palliatifs pour pouvoir accompagner ces personnes? Oui, il y a des maladies démentielles qui ne vous
ne vous hospitalisent pas. D'accord. Les parents ne veulent pas forcément laisser les familles ne veulent pas forcément laisser leurs parents dans une maison, les interner dans une maison. Si la maladie ne vous amène pas à l'extrême, vous pouvez ramener votre personne à la maison. D'accord. Mais c'est vrai qu'à des moments, ça peut commencer par revenir. Alors, Monsieur Koura-Ronsa, je ne vous coupe pas la parole. Koro-Ronsa, plutôt. Je ne vous coupe pas la parole, mais il est l'heure du journal. Et chez nous, le journal est sacré. Amandine Agnambossou est déjà là. Nous vous laissons donc avec Amandine Agnambossou. On se retrouve tout juste après. Bonsoir à tous, les titres du journal. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat, une occasion pour mettre l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2018 a démarré. Elle va se pencher entre autres sur l'examen du budget général de l'État gestion 2019. L'artisanat, un secteur riche et pourvoyeur d'emplois au Bénin, est confronté au défi de la modernisation. Les acteurs se sont retrouvés pour échanger autour du sujet. La communauté internationale célèbre aujourd'hui, 1er octobre, la journée mondiale de l'habitat, une journée qui rappelle la responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Au Bénin, la politique de l'habitat est timide, les services sociaux de base sont encore précaires, mais l'espoir est permis. Plusieurs bidonvilles sont en cours d'assainissement. Reportage Armel Dosukago. Un bon cadre de vie implique un habitat décent. En dépit des efforts consentis à cet effet par le gouvernement du Bénin, beaucoup de Béninois n'ont pas encore une habitation décente. Quand on parle d'habitat, je crois qu'il faut d'abord souligner qu'on parle du cadre de vie de chaque citoyen, donc la maison dans laquelle nous vivons, qui doit répondre justement à une certaine qualité que nous n'avons pas forcément. Pour qu'un habitat respecte les normes, il faut plusieurs critères dont le plus fondamental est l'installation de services urbains de base. La possibilité de rentrer facilement chez soi à travers des voies tracées et aménagées. On parle aussi de l'amener d'eau, disposer directement d'un point de puisage d'eau dans ma résidence. Il y a aussi des progrès qui restent à faire à ce niveau. On parle aussi justement de la disponibilité de l'énergie, notamment l'énergie électrique qui aujourd'hui fonde l'existence de la ville. Et on parle enfin de l'accès à l'assainissement de base, c'est-à-dire avoir un lieu d'aisance qui est approprié, mais aussi avoir justement la possibilité de me débarrasser de mes ordures ménagères sans me créer des nuisances. 54% des Béninois ont accès à l'électricité. 36% de ceux qui ont accès à l'eau l'ont dans leur concession et 64% en dehors, selon une étude de Afrobaromètre. On peut quand même se rassurer de quelques points positifs. Nous n'avons pratiquement pas de bidonville. Vous allez dans certains pays comme le Kenya, vous avez des bidonvilles qui habitent 2 millions, 3 millions d'habitants et vous ne verrez pas ça au Bénin simplement parce que nous avons mis en place un mécanisme. Pour garantir un cadre de vie acceptable aux citoyens, il serait utile et important d'œuvrer pour la sécurité foncière et aménager les zones habitables pour faciliter l'accès aux services urbains de base. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2018 a démarré et va s'étendre sur un mois. Au menu, l'examen du budget général de l'État gestion 2019 ainsi que des dossiers d'autosaisine. Les précisions avec Masbil Akodilossi, Alexis Segbemon, présenté par Patrick Adiagbodjou. Examiner le projet de budget général de l'État gestion 2019. C'est le principal sujet d'échange au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2018 du Conseil économique et social. D'autres préoccupations qui ont trait au quotidien des Béninois seront également débattues en autosaisine. Entre autres, l'impact économique de la culture du coton sur les producteurs. Le coton constitue un minerai pour le Bénin.
Un minerai, ça voudrait dire une ressource qui doit apporter à boire et à manger pour tout un chacun, tout au moins pour les cotonculteurs. Pour mieux cerner tous les contours du secteur, les hauts conseillers envisagent faire une descente sur le terrain en vue d'échanger avec les acteurs. Nous allons rencontrer les cotonculteurs, nous allons rencontrer l'AIC, nous allons rencontrer les responsables. Nous allons dans les usines d'égrenage voir comment les choses se font et les difficultés que rencontrent ces gens pour que le coton, ce soit ce produit que nous apprécions et que non seulement nous puissions en avoir en quantité suffisante pour que nous puissions vraiment maximiser le gain et donner la possibilité aux gens de vivre heureux au Bénin. Le Bénin doit tirer le maximum de profit de cette culture, principale source de devises. Et pour y parvenir, la transformation sur place serait la solution. Vous savez que dans tout pays, quand vous avez un minerai, quelle que soit la richesse de ce minerai, si vous faites une production et que vous ne faites pas un traitement in situ, vous n'auriez pas gagné grand-chose. Donc, nous tenons nécessairement à faire non seulement la production, mais le traitement in situ. Le traitement in situ à privilégier pour la vitalité de l'économie nationale. Je l'annonçais dans les titres, l'artisanat est un secteur riche de plusieurs corps de métiers et pourvoyeurs d'emplois. Il contribue à l'économie locale et fait des artisans de véritables acteurs du tissu économique. Mais face à la modernisation, les défis de financement, de formation et d'accès au numérique constituent le nouveau challenge. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'un atelier d'échange. Le reportage est signé Patrick Adjaboudjou. L'artisanat, support de développement de l'économie locale. Ce secteur occupe environ 25% de la population active et offre à tous ceux qui désirent faire carrière dans le domaine 40 corps de métiers, des métiers pourvoyeurs d'emploi, mais dominés en majorité par l'informel et le manque de formation des artisans. La question de la formation est une question primordiale et cruciale pour la survie de nos entreprises artisanales. Il y a également la question de financement. Mais je dirais la question de financement adapté au secteur de l'artisanat. Parce que vous savez, avec les banques que nous avons, les banques classiques, les conditions ne sont pas des conditions très favorables à nos petites et moyennes entreprises artisanales. Donc il nous faut un financement adapté au secteur de l'artisanat. Ces créateurs d'œuvres d'esprit appellent à l'aide pour davantage révéler l'artisanat béninois au monde entier. Et même si nombreux d'entre eux ne profitent pas encore du numérique, ils veulent vendre le label Made in Benin sur la toile. Nous avons un système d'information sous-régional qui est le CIRA, qui est installé au niveau du centre de promotion artisanale, mais peu connu par les artisans. Parce que là, ils ont des possibilités même de faire des ventes en ligne. Ils ont des possibilités de faire la publicité de leurs œuvres, mais c'est peu connu. Donc nous sommes en train de voir comment revoir le dispositif, faire une communication autour de cela et leur montrer les possibilités. Le projet pour le renforcement du capital humain, ARCH, ambitionne des réponses durables aux principales difficultés du secteur de l'artisanat. La santé des métiers manuels préoccupe artisans et acteurs de la décentralisation. Il y a des gens qui ont appris à coudre, ils savent très bien coudre de belles chemises, de beaux pantalons. Mais ils n'ont pas les moyens de s'acheter une machine. Vous avez des gens qui savent bien coiffer, mais ne peuvent pas acheter une tondeuse. Il y en a dans nos villages. Vous avez de bons soudeurs qui peuvent nous produire des machines pour nous permettre de transformer les produits locaux, transformer les oranges, la tomate, transformer par exemple le manioc, mais n'ont pas les moyens pour s'installer. Tout cela ont besoin donc, des banques. Tout cela a besoin de l'État. L'État s'investit à travers plusieurs entités publiques à donner à chaque Béninois une qualification professionnelle. Le projet Emploi des jeunes, PEJ, est à juste titre une opportunité pour les artisans. Il y a un examen qui est prévu aussi par l'État qui se déroulait seulement dans 7 départements sur les 12. Le PEJ a accompagné l'État à vulgariser ces examens dans les 5 autres départements pour avoir une couverture nationale, pour donner la chance
équitablement à tous les apprentis du Bénin qui sont faiblement alphabétisés pour pouvoir les présenter à l'examen de certificat de qualification professionnelle qu'on appelle le CQP. Le PEJ a aussi identifié 10 nouveaux métiers de l'artisanat qui n'étaient pas des métiers qui font objet du certificat de qualification professionnelle et sur lesquels nous sommes en train d'élaborer les curricula actuellement, toujours pour accompagner le secteur. L'artisanat béninois a de beaux jours devant lui. L'informel est un mal qui ronge ce secteur. Il faut œuvrer à l'éradiquer. Hors du Bénin au Niger, 10 enfants de moins de 10 ans meurent chaque jour en moyenne du paludisme ou de la malnutrition dans le sud du pays. Un chiffre qui alarme. Au cours du mois dernier, Médecins sans frontières comptabilisait une moyenne de 10 décès d'enfants chaque jour au cours des 30 derniers jours. L'organisation humanitaire pense recevoir que 6e des enfants qui ont besoin de soins. Un grand nombre ayant reçu un diagnostic de paludisme ou de malnutrition souffrent également de co-infections, mais actuellement, ce sont surtout les formes sévères de malnutrition et de paludisme qui sont les plus fréquents. Dans cette région du Niger qui compte 700 000 à 1 million d'habitants, dont 20% sont des enfants de moins de 5 ans, l'hôpital de Magaria est la seule structure médicale accessible. Au Nigeria, les premières récoltes de cacao de la principale campagne 2018-2019 montrent des niveaux élevés de moisissure une fois dans les poses et entrepôts en raison d'une saison humide prolongée depuis le mois de juillet. C'est ce que rapporte Bloomberg qui cite les acheteurs et les agents d'inspection de la matière première. Les fèves provenant du sud-ouest, principale région productrice, sont les plus affectées. Elles présentent des taux de moisissure allant de 18 à 24%. Ce niveau est d'autant plus inquiétant que le seuil de moisissure fixé par l'Organisation internationale du cacao est de 4%. Notons que la filière souffre également de la maladie fongique de la gousse noire qui, selon l'association locale de cacao, pourrait affecter le rendement. En 2017 et 2018, le Nigeria a produit 240 000 tonnes de cacao. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Amandine Nyambosso, nous n'avons pas envie de vous laisser avec toutes ces informations intéressantes. Votre sourire si chaleureux, votre merveilleuse robe. Mais bon, on vous retrouve avec plaisir demain. Et pour d'autres informations au niveau de la rédaction? Demain, ce sera Aurélien Roch à Koino. C'est dommage. Déjà qu'on aime aussi rock, hein? Donc on attend rock alors, on l'espère pour demain. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous, quant à lui, se poursuit. Vous le savez, on parlait avec l'expert des personnes âgées. On en était au traitement qu'on inflige un peu dans la société à ces personnes âgées-là. Monsieur Ronsard Koro, nous rappelons que vous êtes vice-président d'ONG et vous étiez en train de nous expliquer que ces personnes âgées ici au Bénin subissent parfois même des châtiments corporels. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, comme le jeune est pressé d'aller gagner son pain, il est des fois amené à porter la main sur sa personne âgée pour pouvoir accélérer son comportement envers le médicament. Voilà. Il y a des fois, et ils prennent des domestiques pour la personne âgée. Pour vous, ce n'est pas une solution? C'est une solution. Mais c'est toujours une solution insuffisante parce que les domestiques que ces familles prennent pour les personnes âgées, c'est des domestiques qui ne sont pas formés forcément à garder de vieilles personnes. Mais est-ce que nous avons des écoles ici qui forment des personnes pouvant s'occuper des personnes âgées? Est-ce que nous avons ce genre de formation? Non, pas encore. Il va falloir qu'on crée des écoles comme ça. Ça, c'est une idée de projet déjà pour les jeunes entrepreneurs. Oui. Il va falloir qu'on crée des écoles comme ça pour éduquer ces dames qui vont s'occuper des personnes âgées à avoir le background nécessaire pour bien s'occuper des personnes âgées. Parce que pour vous, il faut des aptitudes particulières pour s'occuper des personnes. Je pense que la plus grande aptitude, c'est d'abord la patience. Hein? C'est la patience. Parce que c'est des gens, à un certain âge, ne raisonnent pas comme nous. Et il faut les comprendre. C'est comme les enfants. Les enfants ne raisonnent pas comme nous. Mais on essaie de les comprendre. Donc, ceux qui sont en train de finir aussi ne raisonnent pas comme nous. Il faut les comprendre. Il y a aussi, oui. Oui, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vous écoute.
Il y a aussi des cas où vous voyez que la personne âgée veut traverser peut-être la voie. Et nous voyons que les jeunes, ou bien ceux qui passent, ne portent pas attention à ces gens de personnes. Nous sommes là pour dire, Madame, venez, Monsieur, venez, on l'aide à traverser la voie. C'est des comportements. Nous occupons de la couche vulnérable. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monsieur Ronsa Koro, vous êtes vice-président d'ONG. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Déjà, ce que moi je retiens de ce plateau, c'est qu'il faudrait que le regard de la société change vis-à-vis de ces personnes âgées-là, que nous le voulions ou pas. Nous allons aussi devenir vieux, nous allons aussi vieillir. Et ce que nous aurions souhaité pour nous, ce serait certainement un meilleur encadrement, une meilleure compréhension. Et déjà, c'est leur journée. Nous leur souhaitons une bonne fête, une bonne journée des personnes âgées. Le grand rendez-vous ne se terminera pas sans ActuWeb. Nous faisons donc la revue de l'actualité web. Sergio Giovanni Rwansou décroche le prix théâtre RFI 2018. Intitulé Les Inamovibles, la pièce de théâtre primée selon l'auteur est un hommage à tous les disparus sur la route migratoire sud-nord. Pour le jury, Les Inamovibles, c'est l'expression même de l'espace métamorphosé et le temps aboli. RFI et ses partenaires offrent aux lauréats un soutien professionnel, une exposition médiatique, une résidence en France, à la Maison des auteurs de Limoges et au Théâtre de l'Aquarium avec le collectif Hameau Découvert. Giovanni bénéficiera également d'une résidence de travail au plateau suivi de lecture publique au CDN Normandie-Roanne, une promotion du test et une mise en onde sur les antennes de RFI. D'une information à une autre sur la toile et cette fois dans le secteur de l'électricité. 1 milliard de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale s'est engagée à investir pour le développement des capacités de stockage d'énergie dans les pays en voie de développement. Selon l'agence Ecofin, ce projet concerne principalement l'Afrique et l'Asie. Il permettra aux pays de ces régions qui ont les taux d'électrification les plus bas au monde de pouvoir développer ce type d'énergie. En s'appuyant sur l'injection de ces fonds propres, l'institution financière désire mobiliser 4 milliards de dollars supplémentaires, ce qui servira au développement de batteries capables d'alimenter un village tout en stockant l'énergie sur 7 à 8 heures. Toujours sur la toile, l'agence Ecofin nous apprend que des pirates sont parvenus à prendre le contrôle de près de 50 millions de comptes d'utilisateurs Facebook, un fait confirmé par Mark Zuckerberg lors d'une conférence téléphonique vendredi dernier. Mais il rassure que la faille a été réparée jeudi soir. Un incident qui a coûté une baisse de plus de 3% à Facebook. Cet épisode est la suite de plusieurs épisodes, dont les scandales sur la vente des données personnelles. Avis donc aux Facebookers. Dernière information sur la toile, au moins 5 présumés braqueurs tués au cours d'une opération menée par les forces de l'ordre burkinabé, non loin de Tangueta, dans la zone frontalière avec le Burkina Faso. Les victimes ne sont pas encore identifiées, toutefois, il est retrouvé au quartier général de ces Mafra des armes, des munitions, des groupes électrogènes, des plaques solaires, des téléphones portables, des ordinateurs, des cuisinières et des bouteilles de gaz et autres objets. La réussite de l'opération aurait été facilitée par la collaboration entre les forces de sécurité et les populations. C'est tout pour l'actualité du web de ce lundi 1er octobre 2018. À demain. Merci donc à Yasmine Damata et Evra Anani pour cette si belle revue de l'actualité web. Nous avons aimé toutes les informations et le ton et le style, c'était parfait. Mesdames et messieurs, j'espère que vous aussi, vous avez aimé le rappel de la météo. À présent.
Voilà, le grand rendez-vous s'achève ainsi, mais avant, nous allons vous rappeler un peu ce dont nous avons parlé. Nous avons quand même eu 3 rubriques. Nature et bien-être vous a offert les clés pour réussir l'entrepreneuriat vert. Autant savoir, c'est intéresser aux OTT. De quoi s'agit-il et justement, comment est-ce que cela impacte le numérique ici au Bénin? On en a parlé avec un invité qui est entrepreneur justement dans le numérique. Avec l'expert du jour, nous avons parlé des personnes âgées. C'est leur journée aujourd'hui. Ces personnes âgées sont à l'honneur et pourtant au Bénin, il y a une bonne frange de ces personnes âgées qui subissent des mauvais traitements. Nous exhortons tout le monde à avoir un regard plus clément, un regard vraiment beaucoup plus délicat à l'endroit de ces personnes-là. C'est terminé pour le grand rendez-vous de ce jour. Je ne vous abandonne pas. Je reviendrai encore demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.